Alors, pourquoi sortir de l'euro? Tout simplement parce que l'euro ne marche pas. Il ne fonctionne pas. On voit très bien qu'aujourd'hui, l'euro pose deux problèmes essentiels. Tout d'abord, le taux de change de l'euro avec les autres monnaies, essentiellement avec le dollar, le yen, voire la livre sterling, qui est un taux largement surévalué, ou plus exactement, qui est un taux qui correspond peut-être à l'état de l'économie allemande, mais qui ne correspond certainement pas à l'état des pays de l'Europe du Sud. Mais il y a un deuxième problème qui vient à ce moment-là, c'est que pour tous les pays qui font une grande partie de leur commerce dans la zone euro, ce qui est quand même le cas de l'Italie et de l'Espagne, eh bien, ces pays sont obligés d'être à parité avec l'Allemagne et aussi avec la France. Or, le taux d'inflation de ces pays a été très nettement supérieur au taux d'inflation allemand et même parfois au taux d'inflation français. Il en résulte une perte de compétitivité de 20 à 25%. Et on voit bien aujourd'hui que qu'est-ce que tentent de faire ces pays? Essentiellement de retrouver leur compétitivité en faisant baisser les salaires en leur sein, ce qu'on appelle une dévaluation interne, mais que cela se fait à un prix absolument dramatique en matière de chômage, puisque vous savez que l'Espagne est grosso modo entre 26 et 27% de chômeurs actuellement. Le chômage est très important au Portugal, il est autour de 26%, même je crois plus, il est presque de 28% d'après les dernières estimations en Grèce. Bref, l'euro, de ce point de vue-là, est une catastrophe. Et ce qui est très important de noter, c'est que l'euro est en train de vider de leur substance les industries de ces pays au profit de l'industrie allemande. Et on voit très bien que le seul pays, ou les seuls pays qui profitent de l'euro, ce sont les pays qui sont accrochés à l'Allemagne. Bon, par exemple l'Allemagne, l'Autriche, un petit peu la Finlande. Déjà pour les Pays-Bas, c'est assez discutable parce que la situation économique des Pays-Bas tend à se détériorer. Et pour la Belgique, ça l'est de moins en moins. Alors, les scénarios de sortie de l'euro, si vous voulez, politiquement, on a le choix entre avoir un éclatement de l'euro ou avoir une dissolution plus ou moins contrôlée. Je pense que c'est la dissolution plus ou moins contrôlée qui reste malgré tout la meilleure solution et qui est peut-être la solution la plus probable, en tous les cas l'année prochaine, voire au début de 2015. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que certains pays ont un poids dans la zone euro beaucoup plus élevé que d'autres. En particulier, si l'on prend le cas de la France et de l'Italie, et on voit bien que si la France seule ou l'Italie seule arrive dans un conseil, si vous voulez, de la zone euro, ce qu'on appelle le conseil ECOFIN, et dit à ses autres partenaires, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on sort de l'euro, et évidemment, on dévalue fortement. Certains pays ne pourront pas rester. Si la France sort, l'Italie est obligée de sortir, mais dans la semaine qui suit, si vous voulez. L'Italie ne peut pas se permettre de rester dans l'euro alors que la France est dehors. Même chose pour l'Espagne. Si l'Espagne sort, le Portugal sort. Bon, bref, de proche en proche, très vite, on comprend que plusieurs pays doivent sortir. Et là, si vous voulez, le problème est celui des Allemands. Est-ce qu'ils doivent laisser ces pays sortir en disant « Vous voulez sortir, ben faites ce que vous voulez, nous on ne négocie pas, nous sommes vertueux, vous n'êtes pas vertueux, bref, on ne veut pas parler avec vous ». À ce moment-là, ce que l'Allemagne risque, c'est de se retrouver avec un nouveau Deutschmark, ou quel que soit le nom de sa future monnaie, qui va se retrouver à 1,80 $. Alors que les autres pays se retrouveront à autour de 1 $, voire moins pour l'Italie et pour l'Espagne. Ça veut dire que l'industrie allemande explose. Elle explose très rapidement, en 6 mois ou en 1 an. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que si la France ou si l'Italie commence d'emblée à dire, voilà, nous sortons, toutes les manières, vous ne pourrez pas nous faire revenir là-dessus. Maintenant, est-ce que vous voulez discuter? Est-ce que vous ne voulez pas discuter? Les Allemands protesteront, ils diront qu'on les trahit, etc. Et puis au bout de 6 heures, de 6 à 8 heures, ils reviendront à la table de négociation et ils diront, d'accord,
essayons de faire que les choses se passent le moins mal pour nous. Et là, on aura de quoi négocier. Bon. Mais il y a une autre possibilité aussi, c'est que ce soit des petits pays qui sortent. Si vous voulez, si la Grèce sort, par exemple, admettons, il n'y a pas d'accord avec la Troïka, et donc la Grèce se retrouve au 1er juillet prochain en état de cessation des paiements. La Grèce sort, c'est pas suffisant, si vous voulez, pour faire exploser la zone euro. Mais ça sera suffisant pour déstabiliser très fortement Chypre. Donc je pense que Chypre sortira 1 à 2 semaines après la Grèce, et probablement le Portugal après. Et à ce moment-là, on aura une espèce de chaîne catastrophique qui feront qu'après le Portugal, ça sera l'Espagne, et à ce moment-là, ça sera l'Italie et la France. Mais là, ce serait, à mon sens, une solution nettement moins meilleure que la solution de la dissolution, parce que ça pourrait s'étendre sur 6 mois à 1 an, si vous voulez. De toutes les manières, je pense que la pire des solutions, c'est qu'on garde l'euro. Il faut être très clair. Donc, même s'il y a des solutions qui sont des solutions moins bonnes que d'autres, allez, je vais parler comme un économiste. Il y a des optimums de second rang, il y a des optimums de premier rang et des optimums de second rang. La dissolution, c'est typiquement ce qu'on appelle un optimum de premier rang, et l'éclatement progressif, c'est un optimum de second rang. Mais ces deux solutions sont très supérieures au fait de garder la zone euro. Alors maintenant, regardons les conséquences d'une dissolution ou d'un éclatement de l'euro. Alors, premier point dont on parle beaucoup et qui est vraiment de l'intoxication complète, la question de la dette. Il faut savoir deux choses. Premièrement, la dette est, de par le droit international, redénominée dans la monnaie du pays émetteur de dette, donc du pays créancier, du pays créditeur, pardon, pas du créancier, pour tous les contrats qui ont été faits dans ce pays. Bon. Aujourd'hui, en 2013, 97% de la dette française est en contrat de droit français. Après, ça varie suivant les pays, mais pratiquement dans tous les pays, ce sont des proportions extrêmement élevées. Donc, pour ce qui concerne la dette publique, il n'y a pas de problème. Le seul pays pour lequel il y aura un problème, c'est très clair, c'est la Grèce. Pourquoi? Parce que la Grèce, depuis 4 ans, a été obligée d'emprunter aux autres pays, et elle a emprunté dans des contrats de droit étranger, si vous voulez, que ce soit par le MES, bon, par les différentes institutions. Elle a de fait soumis sa dette aux autres pays de la zone euro. Dans le cas de la Grèce, il faudra en passer par une annulation de dette, ce qu'on appelle une restructuration, mais il y aura une annulation partielle de la dette. Bien. Mais pour tous les autres pays, eh bien, tout simplement, leur dette publique sera redénominée dans la monnaie du pays. Ça, c'est le premier point. Après, vous avez les dettes privées. Donc, ces dettes privées, c'est soit les dettes des banques, soit les dettes des agents dits non financiers, des sociétés non financières, un SNF. Quand vous voyez dans un tableau de l'INSEE par des SNF, c'est-à-dire sociétés non financières, et des ménages. Alors, en ce qui concerne les banques, si les banques ont emprunté à des clients étrangers en euros depuis la France, pas un problème. Même chose, ce qu'on appelle la lex monetae va s'appliquer. Mais en fait, le problème pour les banques, il est différent. Le problème, c'est que les banques ont emprunté à d'autres pays, mais elles ont aussi prêté à d'autres pays. Et donc la question qui va se poser, c'est comment va évoluer l'actif par rapport à l'évolution du passif. Alors, pour dire les choses rapidement, on a fait de ce point de vue-là une première étude du bilan des systèmes bancaires, car, si vous voulez, on n'a pas tellement d'informations
sur les banques individuelles, mais on a des informations très fiables sur l'état des systèmes bancaires, et ce sont des informations qui sont collationnées par la Banque des règlements internationaux de Bâle. En utilisant les données de l'ABIS, on a recalculé ce que donneraient les bilans des systèmes bancaires en cas de dévaluation très forte. Alors, on voit que il y a un pays qui gagne légèrement, c'est l'Allemagne. L'Allemagne montre un petit gain qui est de l'ordre de 4 à 5 milliards. Il y a des pays qui enregistrent des petites pertes. France, Italie, Pays-Bas, Belgique. Ce sont des pertes qui sont de l'ordre de 10 à 3 ou 4 milliards. Bon. Donc ce sont des pertes qui sont parfaitement supportables compte tenu de l'ampleur des produits intérieurs bruts dans ces pays. Par contre, il y a un pays pour lequel ça pose problème, c'est vrai. Si vous voulez, ça c'est tout à fait évident. C'est le cas de l'Espagne. L'Espagne a un problème parce que elle est amenée aujourd'hui, si vous voulez, elle emprunte énormément vis-à-vis de l'étranger, et donc elle sera essentiellement de l'Allemagne, le système bancaire espagnol, hein, et donc elle sera amenée, évidemment, à devoir rembourser plus. Donc on estime que la perte pour l'ensemble du système bancaire espagnol pourrait être de 40 à 50 milliards d'euros. Là c'est un vrai problème. Mais de toutes les manières, il faudra que l'on recapitalise le système bancaire espagnol à hauteur de 40 ou 50 milliards, si vous voulez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques espagnoles sont sous perfusion, et elles resteront sous perfusion pour plusieurs années, tout simplement parce que les banques espagnoles doivent faire face à, grosso modo, 12% de leur actif qui est en prêt non performant. Donc, on peut penser que oui, il y aura un problème sur l'Espagne, mais c'est un problème que normalement on devrait pouvoir résoudre à travers l'union bancaire, si vous voulez. Et c'est là où il faut dire une chose, c'est que puisqu'on a décidé de mettre de l'argent en commun dans le MES, eh bien, utilisons cet argent en commun pour essayer de stabiliser les banques espagnoles. Et c'est pour ça, si vous voulez, que je dis quand même qu'il faudra bien avoir une forme de coordination. Donc voilà, ça c'est sur la question des banques. Troisièmement, la question des sociétés non financières. Alors, vous avez le cas des entreprises artisanales, petites et moyennes. Ces entreprises, essentiellement, ont emprunté dans leur pays. Si vous voulez, c'est les banques espagnoles qui ont prêté à des artisans et à des PME, bon, etc. Le problème se pose pour les très grandes entreprises qui empruntent effectivement en dollars, très souvent, sur les marchés financiers. Sauf que ces très grandes entreprises sont aussi des entreprises délocalisées. Et donc elles font une grande partie de leur chiffre d'affaires en dollars. Ou en livres sterling, etc. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, le choc de dévaluation devrait être beaucoup plus faible. Alors après, c'est vrai qu'il faudra regarder grande entreprise par grande entreprise. Elles ne sont pas si nombreuses que ça. Si vous voulez, dans le cas de la France, c'est grosso modo 60 ou 70 entreprises, pas plus. Il faudra surveiller cela. Il n'est même pas impossible que pour un certain nombre d'entreprises, le bilan soit nul. Si vous voulez que après la dévaluation, bah oui, elles voient une partie de leur dette se réévaluer, mais elles voient aussi une partie de leurs actifs se réévaluer, et que l'un dans l'autre, le bilan soit nul. Pour les grandes entreprises italiennes, c'est à peu de choses près le même scénario. Pour les entreprises allemandes, normalement, elles n'ont pas de problème. Donc voilà. Dernier point, les ménages. Bon, là, c'est très simple. Les ménages ont emprunté autour de 95% à des banques nationales. Si vous voulez,
des banques privées, mais qui sont des banques de leur pays. Hein. Un ménage français, ben, il a besoin d'argent, il va voir la BNP, la Société Générale, etc. Donc il n'y a pas de problème. Donc si vous voulez, il peut y avoir un problème sur des entreprises, mais sur un nombre très limité d'entreprises. Et donc là, les gouvernements devront faire un tour de table avec ces grandes entreprises et puis regarder l'état de leur dette, voir est-ce que l'on peut restructurer une partie de cette dette, est-ce que l'on peut la prolonger. Bon, il y a là vraiment, si vous voulez, financièrement, il y a beaucoup de méthodes qui sont possibles. Est-ce que l'on sera obligé de rentrer dans le capital? Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, si vous voulez. Moi, ça ne me choquerait absolument pas. Bon, mais ce n'est pas un problème pour l'immense majorité des entreprises. C'est un problème qui ne se posera que pour des entreprises qui sont largement des entreprises multinationalisées. Prenons le cas des États-Unis, parce que à partir des États-Unis, vous pouvez appliquer le même raisonnement sur le Japon et puis évidemment sur la Chine, hein, qui est largement liée, en tous les cas d'un point de vue monétaire, aux États-Unis. Si vous prenez l'ensemble de la zone euro, vous voyez qu'il faut corriger les évolutions monétaires des pays de la zone euro par le poids de leur PIB pour retrouver grosso modo l'équivalent, avec un panier de monnaie, de l'euro. Et donc quand on fait ce calcul, on se rend compte que le type de dévaluation sur lequel on travaille, hein, grosso modo une dévaluation de 20 à 25% pour le franc, bon, mais aussi une légère réévaluation pour l'Allemagne, etc., aboutit à une dévaluation de fait du panier de monnaie de la zone euro de 7 à 10%. Ça veut dire que, ben, grosso modo, c'était comme si l'euro passait de 1,37 $, hein, 1,37 $, à 1,24 $, voire 1,22 $. Il n'y aura pas forcément de nécessité pour les Américains de chercher des values. Non. Et c'est la même chose pour le Japon. Ce calcul, qui est juste, hein, mais il faut savoir, il est fait en supposant que le gouvernement français n'ait pas l'intention de déprécier le franc. Et qu'il considère que, en fait, le flux des capitaux vers la France et hors de France serait tel qu'il s'équilibrerait. Bon. En réalité, si on sort de la zone euro, c'est bien pour déprécier notre monnaie. Et donc, en fait, le gouvernement français mettra des obstacles à l'entrée des capitaux en France, de manière à ce que le franc baisse par rapport au dollar. Mais dans la mesure où la France retrouverait un solde commercial positif extrêmement rapidement, et grosso modo, on pense que le solde commercial reviendrait soit à zéro, soit même en positif au bout de 1 an et demi à 2 ans, se poserait la question d'une possible réévaluation du franc par rapport à ce niveau-là. Et c'est bien pour ça qu'avec Philippe Murer, nous insistons beaucoup pour dire, attention, on dit sous la zone euro, oui, on déprécie dans l'immédiat le franc, oui, mais il faudra mettre sur pied des systèmes de contrôle des capitaux pour pouvoir conserver, d'une certaine manière, cette parité pendant un certain nombre d'années. Parce qu'autrement, si vous voulez, ce que nous avons, bon, voilà, on a un petit coup de pouce, et puis au bout d'1 an, on revient très vite vers le niveau actuel. Ce qui n'est pas bon du tout pour l'économie française. Donc voilà, il faut comprendre qu'il faudra que l'on intervienne sur les marchés des capitaux pour organiser, d'une certaine manière, la dépréciation de l'économie française. Alors après, si vous voulez, on peut tout à fait imaginer d'autres scénarios. On peut avoir aussi
une banque centrale qui est temporairement remise sous l'autorité de l'État. Je dis temporairement pour ne pas choquer les gens, pour ne pas choquer mes amis banquiers, et qui à ce moment-là fait une sorte de quantitative easing à la française, évidemment sur des niveaux bien moindres qu'aux États-Unis. On a quand même une économie qui n'est pas au niveau des États-Unis, mais qui en fait quand même, et qui le fait justement pour stabiliser, par exemple, la dette des banques. Bon. Et ce quantitative easing à la française peut être utilisé pour déprécier un petit peu la valeur du franc, ou pour, plus exactement, lui permettre de se maintenir en termes de taux de change nominal au niveau que l'on considérera comme optimal après la dissolution de l'euro. Maintenant, il faut faire attention, parce que là, pour l'instant, on n'a parlé que des taux de change nominaux. Et en réalité, l'important, c'est le taux de change réel. Qu'est-ce que c'est le taux de change réel? C'est la différence qu'il y a, ou plutôt, non, c'est le rapport, pas une différence, c'est un rapport qu'il y a entre le taux de change nominal, par exemple, vous prenez le taux de change du dollar et le taux de change de la France, ou le taux de change de l'Allemagne et le taux de change de la France. Bon, vous avez le rapport de ces taux de change, mais que vous devez multiplier par le rapport inversé des taux d'inflation. Et, par exemple, dans le cas de la relation France-Allemagne, il est clair qu'il y aura une inflation beaucoup plus forte en France qu'en Allemagne. En Allemagne, il est probable qu'il y aura une déflation. Bon, l'inflation en France ne sera pas excessive, ce sera entre 5 et 6%, mais vous voyez, si l'Allemagne fait moins 2%, et si la France fait plus de 5%, par exemple, ça vous fait un écart de 7%. Et c'est pour cela qu'il faut absolument dévaluer fortement, il faut même que l'Allemagne réévalue un petit peu, si l'on veut que la France maintienne son avantage comparatif dans le temps. Donc, en fait, la question qui est réellement critique, c'est bien la question de la maîtrise du taux de change réel. Ceci dit, on voit aussi que, du point de vue de l'inflation, on doit s'attendre à une bouffée d'inflation les 2 premières années, mais après, on aura très certainement une retombée de l'inflation. Et là, si vous voulez, les choses vont se calmer. Donc, il faut comprendre qu'une dépréciation du franc devra être épaulée et je dirais aidée par des actions du gouvernement, que ce soit des actions d'ordre réglementaire ou que ce soit des actions d'ordre monétaire, en particulier sur la Banque centrale, pendant 2-3 ans, histoire de maintenir justement un niveau de taux de change réel qui soit acceptable par rapport à l'Allemagne et par rapport aux États-Unis. Pas toutes nos appréciations. L'appréciation uniquement des importations qui sont libellées dans des monnaies par rapport auxquelles nous aurions d'évaluer. C'est-à-dire les monnaies de la zone dollar et l'Allemagne. Normalement, l'Italie et l'Espagne dévaluant proportionnellement à la France, là, les importations en provenance d'Italie et d'Allemagne seront moins chères. Bon. Par ailleurs, sur les matières premières, essentiellement, et sur l'énergie, on sait qu'une grande partie du prix payé par le consommateur, c'est de l'impôt. C'est des taxes. Et donc, on a calculé que, grosso modo, une dépréciation de 25% par rapport au dollar se traduirait pour l'essence par une hausse de 6%. Voilà, c'est tout. Concrètement, en tenant compte à la fois des monnaies qui dévaluent par rapport au franc et des monnaies qui se réévaluent par rapport au franc, donc essentiellement le Deutsche Mark et le dollar, on arrive à un effet un effet d'inflation
qui est de l'ordre de 4 à 5%, auquel il faut ajouter 1 à 2% d'inflation inertielle. Après, grosso modo, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, il va falloir tenir compte d'un autre phénomène. Si la dévaluation est réussie, et si on se donne tous les moyens pour qu'elle soit réussie, nous aurons une remontée de l'emploi assez importante. Nous savons aussi que le marché du travail en France fonctionne mal. Essentiellement un problème de formation, si vous voulez. Et c'est tout à fait exact. Hein, si vous voulez, quand les gens disent bah, nous avons un problème de formation, aujourd'hui, ce n'est pas le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est la demande, c'est le fait que l'économie française est en train de s'enfoncer. Mais si l'économie française remonte, il faudra fortement améliorer les conditions de formation. Dans ces conditions, il n'est pas du tout impossible, je dirais même une autre formulation, il est très probable que l'on verra le taux d'inflation structurel de la France monter de 1,5% aujourd'hui jusqu'à 3%. Ça, il faut en avoir conscience. Et donc, ça peut impliquer que l'on reprocède à des dépréciations du franc d'ici 4 à 5 ans. Après, si vous voulez, il y a de vrais choix à faire en termes de politique économique. Il y a de vraies réformes structurelles à faire. Hein. Bon, tout simplement, le système de formation professionnelle en France est déficient. Personne n'en parle, mais quand vous comparez ça, par exemple, au système allemand, et là, pour le coup, je dirais oui, on a des choses à apprendre de l'Allemagne ou de la Suisse, hein, par exemple. La Suisse aussi a un excellent système de formation professionnelle. Donc si on ne veut pas regarder l'Allemagne, on peut regarder la Suisse. C'est pas le problème. Il faudra faire quelque chose. Là c'est évident. Il faut ici faire la distinction entre la transition politique, la transition économique, la transition monétaire et la transition institutionnelle. Alors, je m'explique. Transition politique. Comment passe-t-on de la situation actuelle, il y a l'euro, à une situation où il y a le franc? Bon, très vite. C'est quelque chose qui peut être fait très vite et qui doit être fait très vite. On n'a pas du tout intérêt à laisser traîner les choses. Ça veut dire que, grosso modo, alors, évidemment, tout ce qui est monnaie bancaire, si vous voulez, ce qu'on appelle la monnaie scripturale, évidemment, du jour, enfin, de la minute à l'autre, elle se transforme de l'euro en franc. Une simple opération sur les ordinateurs, on bascule tous les comptes de l'euro au franc. Bon, ça, c'est pas un problème. Et on les bascule évidemment au taux de change de 1 pour 1 au départ. Ce n'est qu'après qu'on va déprécier. Il faut immédiatement mettre en place le contrôle des capitaux, suspendre l'autonomie de la Banque de France pour une période de 1 an ou de 2 ans, bon, etc. Toutes ces mesures doivent être prises très vite. Et à partir de là, vous pouvez avoir des billets qui sont des billets tamponnés, si vous voulez, des billets d'1 euro avec un tampon franc dessus. Ça peut se faire en 48 heures, au pire en 72 heures. Et après, l'émission des nouveaux billets va se faire entre 3 semaines et 1 mois. Donc voilà, ça c'est, si vous voulez, 1 mois. Et ça, j'en ai parlé avec des gens de la Banque de France qui me disent oui, on peut parfaitement arriver à faire de nouveaux billets en grosso modo 3 semaines. Bon, après, il y a une petite incertitude, 3 semaines, 1 mois. Bon, je vous arrêter une seconde. Vous avez entendu ces mêmes gens parler de tampons déjà prêts au cas où? Ils m'ont dit. J'avais tenté de poser à Bercy. Alors, ils m'ont dit qu'ils savaient que dans certains pays, c'était déjà prêt. Et ils n'ont pas voulu préciser pour nous. Non. Bon, mais attendez, vous savez, faire des tampons de caoutchouc, maintenant, avec les, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur des machines automatiques. Hein, on est quand même, il suffit, vous faites sur ordinateur le dessin,
vous l'envoyez à la machine automatiquement va vous produire des tampons en caoutchouc à 2000 par heure. Hein. Enfin bon, ça va être très rapide. Ça va être vraiment très rapide. Non. Après, il y a la question de la production même des billets, en sachant que la monnaie fiduciaire, la monnaie en billets, est très faible par rapport à la masse monétaire scripturale. Bon. Le changement de billet se fera, je pense, en moins d'un mois. Donc ça, si vous voulez, vous avez quelques jours, 2 à 3 jours, pour l'ensemble des mesures institutionnelles. Avec les mesures de changement monétaire, enfin de changement des instruments monétaires, disons 1 mois. Ça, c'est la première temporalité. La deuxième temporalité, l'effet économique. L'effet économique sera maximal probablement en 2 ans et demi. Et d'après nos calculs, au bout de 3 ans, on voit que l'effet de relance lié à la dévaluation s'affaiblit rapidement. Si vous regardez par exemple sur le document qu'on a fait avec Philippe Murer et Cédric Durand, on voit très bien qu'il y a, enfin que les courbes commencent à devenir plates à partir de la 4e année et de la 5e année. Bien. Donc ça veut dire, on a grosso modo 2 ans et demi pour mettre en place des mesures structurelles qui vont faire pivoter notre économie d'une économie plutôt orientée vers la finance, vers une économie plutôt orientée vers la production et vers la production industrielle en priorité. Bon. D'accord? Ça, c'est le temps de l'économie. Après, vous avez le temps de la réforme institutionnelle et des réformes structurelles. Chose importante. Là encore, il va falloir, je vous dis, réformer le marché du travail, réformer le système de protection, réformer, enfin le système de protection, pas tellement, c'est plutôt le système de formation, qui lui, oui, il ne marche pas. Il faut le dire maintenant, si vous voulez, on le sait depuis 20 ans. Bon, ce système ne marche pas. C'est quand même assez aberrant. Enfin, si vous voulez, la France est un grand pays industriel. On n'est pas fichu de monter un système de formation qui marche. En partie, d'ailleurs, c'est un problème qui est lié à l'éducation nationale, où il y a une telle idée que fondamentalement, seuls les métiers intellectuels sont des métiers prestigieux, que les enseignants et l'institution a beaucoup de mal à collaborer avec des entreprises pour mettre sur pied des filières de formation. Le fait que M. Niels en soit à créer une université privée, mais parce qu'il y a un besoin. Enfin, il faut comprendre ça. Enfin, bon, ça prouve qu'il y a un vrai problème. Donc, là, il faut que les réformes soient prises, que les mesures soient conçues et appliquées dans un délai d'1 an, parce que ce sont des mesures qui ne donneront leurs premiers effets qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Donc là aussi, il faut faire ça relativement vite. Après, vous avez la question de la gestion monétaire. La gestion monétaire, avec le contrôle des capitaux, on va être dans un système relativement simple pendant les 2-3 premières années. Au bout, va se poser la question de savoir est-ce que les pays, ou une partie des pays de la zone euro, ne sont pas prêts à constituer une monnaie commune. Et donc, on aura nécessairement de nouvelles négociations, si vous voulez, nécessairement. Alors, peut-être pas avec les 17 ou les 18 pays de la zone euro actuelle, si vous voulez. Peut-être d'abord avec un petit noyau de pays. Bon. Mais, fondamentalement, il va falloir remettre sur le chantier la question des structures financières, la question des structures monétaires, la question de l'existence d'une banque centrale venant au-dessus des banques centrales nationales. Bref, il faudra repartir sur ce débat, mais chercher à le faire peut-être de manière plus intelligente que ce qui a été fait avant. Si je peux me permettre de vous... Mais je pense qu'il faut que
2 fois par an, enfin tous les 6 mois, le directeur de la Banque centrale, donc de la Banque de France, en l'occurrence, se présente devant le Parlement et présente sa politique, et à ce moment-là, soit, je dis bien sa politique, pas ses instruments, parce qu'il faut faire une grande distinction. Une chose est la politique, la question de savoir, est-ce qu'il faut relancer ou pas? Est-ce qu'il faut donner plus d'importance à l'emploi ou plus d'importance à la lutte contre l'inflation? Ça, c'est des décisions qui sont de l'ordre du politique, et elles doivent être prises politiquement. C'est-à-dire que la Banque centrale doit s'expliquer et doit se soumettre à un contrôle politique. Et ce contrôle politique, c'est par le Parlement. Par contre, sur la nature des instruments que la Banque centrale va utiliser, elle doit avoir l'autonomie de ces instruments. C'est-à-dire que voilà, on lui dit, écoutez monsieur, vu la situation économique, vous donnerez plutôt la priorité à l'emploi qu'à la lutte contre l'inflation. Bon. Maintenant, madame ou monsieur, on vous laisse libre d'utiliser les instruments qui vous semblent les plus adaptés. Mais il faut bien faire la distinction entre les instruments que l'on utilise et les buts que l'on sert. Et ces buts-là, oui, ils sont politiques, et je pense qu'ils doivent être définis en concertation avec le Parlement. Mais que le Parlement doit avoir aussi les moyens, à un certain moment, de dire, écoutez, il y a un désaccord, madame, monsieur, vous quittez votre poste. Non, si vous voulez, on peut dire effectivement il y a un problème avec le marché unique, parce que ce marché unique ne tient pas compte, si vous voulez, des fiscalités différentes, ne tient pas compte des droits sociaux différents, ne tient pas compte de la productivité différente, ou donc du rapport entre la productivité et les droits sociaux, bon, etc. Bon. Donc, l'idée de dire on fait un marché unique simplement parce qu'on dit qu'il n'y a pas de barrière douanière, c'est idiot, sauf si on considère que l'ajustement se fait par le biais monétaire. Au contraire, c'est dans la diversité des taux de change, mais à condition que les taux de change ne soient pas les jouets de la spéculation. Et c'est pour ça qu'il faut absolument revenir à des situations de contrôle des capitaux. À ce moment-là, on peut avoir une concertation, et si vous voulez, les principaux pays se voient et ils regardent comment évolue leur balance commerciale intrazone. Si on voit qu'un pays commence à avoir des déficits structurels, des déficits de 6 mois en 6 mois qui sont constamment rapportés, de 3 ans et constamment en déficit, on lui dit, écoutez, oui, vous pouvez déprécier un petit peu votre monnaie, un petit peu ou peut-être beaucoup, ça j'en sais rien, ça dépend, pour revenir à un niveau où vous n'aurez plus de déficit. Inversement, un pays a des excédents systématiques, on lui dit, attendez, non, il faut que vous réévaluiez votre monnaie. Et ce système, il a déjà existé en Europe, le plus beau, si vous voulez. C'est le système qui a existé de 1949 à 1957. Ce système a déjà fonctionné en Europe. Quand on a eu, en fait, l'accord monétaire européen en 1947-48. À l'époque, le problème était que les déficits, et donc le déficit des uns étant les excédents des autres, évidemment, devaient être payés en dollars. Et il y avait très peu de dollars dans les économies européennes. Et donc, il y avait un gros problème parce que chacun essayait de conserver ses dollars pour soi, et on voyait les taux, on voyait les droits de douane monter entre les pays. Et là, les économistes ont dit, ils ont eu tout à fait raison. Et les Américains aussi ont dit, écoutez, ça va être la catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les États-Unis ont dit, on apporte une somme de dollars globale. Vous décidez que votre solde, vous ne le payez qu'à la fin de l'année. Et puis, à la fin de l'année, on vérifie l'état de votre balance commerciale,
Et en fonction, on dévalue ou on réévalue. Ce système a fonctionné, si vous voulez. L'Union européenne des paiements, c'est ça, comme ça que c'est appelé. Bon, après, l'Union européenne des paiements a fonctionné de 1948, a fonctionné même avant la CECA. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est très antérieur à l'idée du marché commun, de la communauté économique européenne. Elle a fonctionné et elle n'a été dissoute qu'au moment du traité de Rome. Parce que à ce moment-là, les pays avaient suffisamment de dollars, bon, et ils arrivaient tout à fait à gérer leurs comptes commerciaux. Bon. Pourquoi ne pas réutiliser ce principe? Il a fonctionné, on sait le faire fonctionner, si vous voulez, intellectuellement, pas de problème, bon, et on a vu que c'est au contraire dans ce système qu'on a eu la croissance allemande, la croissance française, la croissance italienne. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un pays qui n'a pas voulu participer à l'Union européenne des paiements. C'est la Grande-Bretagne, qui a dit non, non, on conserve la livre est une monnaie de réserve, etc. Le résultat, c'est que la Grande-Bretagne a pris 10 ans de retard par rapport aux pays de l'Europe continentale. Donc je dis, l'Union européenne des paiements est un excellent système. Bon, bien sûr, on n'est plus dans la même situation, si vous voulez, mais il faut s'en inspirer pour aboutir à quelque chose que l'on arriverait à faire fonctionner au niveau européen et qui pourrait être, in fine, je dirais un petit peu le cœur d'une monnaie commune, c'est-à-dire d'une monnaie qui serait utilisée par tous les pays et par tous les agents de ces pays, donc que ce soit les banques, les entreprises ou les ménages, pour des relations avec le hors-zone. C'est-à-dire que vous auriez à l'intérieur de la zone des francs, des Deutschmark, etc., avec une parité à peu de choses préfixes, révisable mais fixe, et hors zone, eh ben, on aurait cette monnaie commune qui serait fondée sur un panier de monnaies et que l'on pourrait laisser fluctuer de manière plus ou moins libre. Je dis bien plus ou moins libre parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait une banque centrale qui intervienne et qui pilote un petit peu le taux de change. Mais ça, c'est un autre problème. Si on fait cela, on aura à la fois une bonne partie des avantages de la monnaie unique, mais on n'aura aucun de ses inconvénients. Alors, il y a des raisons psychologiques et politiques qu'on peut parfaitement comprendre. Que ce soit les gens de droite de l'UMP ou les gens du Parti Socialiste, ils se sont complètement investis dans ce projet. Et aujourd'hui, il est évidemment extrêmement pénible de devoir dire on s'est trompé. Bon, c'est vrai en France, c'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne, si vous voulez. Bon, donc ça c'est un premier point. Après, il est clair que il y a toute une série de dirigeants qui sont en fait sous l'influence intellectuelle des banques. Si vous voulez. Et ça, je crois que c'est un point assez grave. Et il faudrait que ces hommes politiques comprennent qu'on ne peut pas servir de maître à la fois. On ne peut pas servir le monde de la banque et son pays. Bon, ça, tant qu'ils ne l'auront pas compris, on aura de très gros problèmes. Ce que je suis en train de voir, si vous voulez, et là, je pense que la situation a changé quand même de manière assez radicale depuis quelques mois, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes politiques en France qui ont compris que l'euro ne fonctionnait pas, et surtout qu'il n'y avait pas de possibilité crédible d'aboutir à une réforme de la zone euro qui lui permette de fonctionner. Oui, bien sûr, on sait ce qu'il faut faire. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est grosso modo que l'Allemagne paye de 8 à 10% de son PIB pour financer les pays d'Europe du Sud. Est-ce que c'est possible? Non. Bien sûr, théoriquement, on peut faire un très beau modèle et on voit effectivement que si on obtient un flux annuel compris entre 240 et 260 milliards d'euros pour les pays d'Europe du Sud, ces pays d'Europe du Sud peuvent fonctionner, peuvent de nouveau se développer, etc., en conservant l'euro. Bon. Le problème, c'est qu'il est très probable que cette somme n'arrêtera pas de monter dans le temps, en termes réels, parce qu'il y a toujours le problème, cette fois-ci, du taux de change de l'euro vis-à-vis du dollar. Et ça, c'est un autre problème.
Mais concrètement, comme c'est l'Allemagne qui serait le pays qui paierait à 85% ou 90%, hein, c'est une charge beaucoup trop lourde pour l'Allemagne. Donc, voilà, on connaît la solution, elle n'est pas applicable. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'hommes politiques qui se disent il faudrait qu'on ait justement cette flexibilité monétaire et d'une manière ou d'une autre qu'on revienne à l'idée de monnaie nationale. Je dirais que le débat est même encore plus avancé actuellement en Italie. Et là, c'est très frappant. L'Italie, qui était un espèce de monde dans lequel tout le monde communiait dans l'idée de l'euro, à partir de cet été, a basculé très brutalement. Alors, il y a à la fois des raisons économiques et des raisons politiques. Des raisons économiques, c'est que, grosso modo, la Confindustria se rend compte que l'euro est en train d'étrangler complètement l'Italie et d'étrangler la production industrielle. Et puis il y a des raisons politiques. C'est que là, depuis les dernières élections, vous avez un monde politique qui est très fragmenté et vous avez de plus en plus de gens, de politiciens qui se disent que il va falloir trouver une méthode pour sortir de l'euro. Donc je pense que les choses sont en train de changer, sont en train de changer assez vite. D'accord. Merci beaucoup.